Jean-Marie Rouard de l'Académie française, bonjour. Bonjour. Ils voyagèrent vers les pays perdus, c'est votre nouveau roman. Vous êtes uchroniste, Jean-Marie Rouard, et fier de l'être. Mais je crois que tous les romanciers, d'une certaine façon, sont uchronistes et ils ont un maître qui est Dante. La Divine Comédie, c'est une uchronie. On voit à la fois des personnages de l'époque, le pape, et puis on voit Virgile, on voit toutes les admirations de Dante. Donc, parce que l'uchroniste, on va dire pour tous ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous inventez, vous refaites l'histoire? C'est un peu la phrase de Pascal. Si le nez de Cléopâtre avait été différent, l'histoire du monde aurait été changée. Eh bien, c'est ça, mais c'est très intéressant, l'Uchronie, parce que ça permet à la fois une très grande liberté, et ça, moi, j'adore la liberté du roman, mais en même temps, ça permet de poser des questions, finalement, sur des réalités. Ça permet d'éclairer énormément de réalités. Oui, et ainsi surtout de relativiser l'histoire aussi, peut-être, de dire qu'il n'y a pas forcément de vérité. Et de montrer, moi, j'écris mes livres d'histoire sous une phrase de Napoléon qui disait « L'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus ». Eh bien, moi, j'adore contester. C'est un peu exagéré. Napoléon a exagéré. Non, c'est pas forcément un mensonge, l'histoire, Jean-Marie Rouard. C'est un mensonge complet, puisque c'est une représentation. C'est une représentation, et très souvent, l'histoire est faite... on va dire l'histoire de cette époque a été faite par le général de Gaulle, par ses mémoires. Oui, ce sont ses mémoires. L'histoire a été mémoires. faite par les vainqueurs, disait Brasillac. Non, mais l'histoire a toujours été faite par les vainqueurs. Les vaincus n'ont plus le droit de se taire. La guerre des Gaules, le véritable personnage, c'est Jules César, parce qu'il a écrit ses mémoires pour donner sa vérité. Le pauvre Vercingétorix, qui avait le malheur, les Gaulois n'avaient pas de langue écrite, donc a complètement disparu dans les oubliettes. Oui, alors ça vous autorise à toutes les libertés, Jean-Marie Rouard. Vous embarquez le général de Gaulle, vous embarquez Pétain. Pétain devient presque résistant. Il part en Algérie, ou il part à Londres. Et puis finalement, l'histoire n'est plus la même. Il est dans le camp des vainqueurs. Et puis le général peut-être aurait des envies de suicide. Et il se passe plein de choses dans votre espèce d'arche de Noé. Vous entraînez l'histoire. Je pars d'un point de vue réel, c'est-à-dire quand Pétain rejoint, comme je l'ai dit dans mon livre, rejoint Alger le 11 novembre 1942, c'était la grande angoisse de De Gaulle. De Gaulle l'a écrit, il a dit, si Pétain avait rejoint Alger, ce que lui demandait Roosevelt, qu'est-ce que je serais devenu? Les Algériens auraient applaudi, les Anglais seraient résignés, les Américains auraient été enchantés, et Pétain, à la Libération, aurait remonté les Champs-Élysées sur son cheval blanc. Oui. Donc je pars d'un point de départ qui est réel, qui est une angoisse réelle du général de Gaulle. Oui, ça me rappelle une phrase de Coluche qui disait Hitler, le général de Gaulle lui devait tout. Oui, Coluche. Enfin, non, c'est une époque, vous savez, extrêmement lourde, très grave dans l'histoire de France. Il y a deux périodes très graves, c'est la Révolution, dont on ne s'est jamais remis, et la période de l'occupation. Parce qu'on a trouvé la France en guerre avec elle-même. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que ce qui m'a intéressé, c'était en même temps de pouvoir évoquer des choses qui étaient mises sous le tapis. Parce qu'on a une vision complètement manichéenne. Quoi, par exemple? Parce que vous dites que c'est manichéen, Jean-Marie Rouard. Tout. Mais quoi, par exemple? Aujourd'hui, on fait, disons, une histoire avec qui est à la fois, moi je suis gaulliste, mais je suis un gaulliste critique. Le général de Gaulle et Pétain, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, il suffit de lire les mémoires. Je crois que la grande admiration de Gaulle, c'était Pétain. C'était Pétain. Le seul qui soit épargné dans les mémoires du général de Gaulle, c'est Pétain. Il y a un lien entre eux qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs, il va, à la fin de la guerre, tout faire pour qu'il soit épargné. Il va demander au gouvernement suisse de le conserver en Suisse. Pétain ne voudra pas. Ensuite, quand il va être passé en procès, il va le gracier. Et au bout du compte, en 68, pour le 50e anniversaire de la bataille de Verdun, il enverra sur sa tombe à l'Île-Dieu une gerbe de fleurs. Pourquoi? Parce qu'au fond, il y avait quel sentiment entre ces deux hommes? Ce sont des personnages, malgré qu'ils puissent être terrifiants, notamment pour Pétain et ce qu'il a fait pendant la guerre, qui peuvent avoir des aspects absolument romanesques, quelque part. Et d'ailleurs, dont vous vous servez. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la tyrannie des circonstances. Pétain a 85 ans à ce moment-là. Il faut le voir s'il avait eu 50 ans. Moi, je crois que
le drame de Pétain, c'est le drame de la vieillesse, c'est ce qu'a dit De Gaulle d'ailleurs. C'est la vieillesse, c'est un naufrage. Mais il y a des choses, dans la première partie, il faut bien reconnaître que c'est un régime légal. C'est ça le problème. Ce sont deux légitimités. Mais ça, c'est pas ce qui a été dit après la guerre. C'est-à-dire que De Gaulle a refait cette histoire entre la France légitime et celle qui n'était pas la France. Oui, mais seulement, disons, c'est une liberté qu'il prend avec l'histoire. Il y avait une légitimité démocratique de Pétain, et il y avait une autre forme de légitimité de la part de Gaulle qui était morale. Mais la légalité était bien entendu du côté de Pétain, puisque les soldats qui ont obéi à Pétain, qui sont morts, eh bien, sur leur tombe, on a inscrit « mort pour la France ». Oui, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que le général pouvait avoir une certaine tolérance vers la thèse employée par ceux qui soutenaient Pétain, peut-être encore aujourd'hui le soutiennent en disant le bouclier. Oui. Le bouclier, c'est-à-dire... L'épée et le bouclier. Oui. Mais bien sûr, ça a été dit par Pétain. Il espérait être le bouclier et De Gaulle était l'épée. Le problème qui s'est passé, c'est que Pétain aurait tout à fait accepté que De Gaulle à Londres soit une sorte de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qui continue à emmerder les Allemands. Bon. Mais c'est Jeanne d'Arc qui voudrait se faire couronner à la place de Charles VII. Alors là, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il considère qu'il est aussi légitime, qu'il est plus légitime que le chef d'État légal. Donc c'est là leur problème. Et disons, si Pétain avait rejoint Alger, comme le lui demandait Roosevelt, ça aurait évité une chose, ça aurait évité l'épuration. Oui. L'épuration, ça a été une chose horrible, parce que De Gaulle a été entraîné d'abord dans ses rancœurs personnelles, parce qu'il a fait arrêter le général Weygand, qui franchement revenait de camp de concentration. On l'a fait passer en jugement. Et c'est vraiment un homme qui n'a jamais été pro-allemand, qui était vraiment un homme, au contraire, un résistant à sa manière. Mais il avait accepté l'armistice. Oui, dans ce livre, parce que c'est un roman, Jean-Marie Herouard, vous faites un roman de l'histoire, vous la réinventez, on l'a dit, mais au fond, vous rendez ces personnages avec truculence. Il y a quelque chose de baroque dans votre récit. Oui, c'est un roman picaresque, c'est un roman où j'ai essayé de m'amuser et d'amuser le lecteur, mais en même temps de le rendre intelligent. Parce que, voilà, je trouvais que c'était une période extrêmement grave. Je me suis un peu inspiré, très lointaine, du livre de Romain Gary qui s'appelle Les Cerfs-volants. C'est-à-dire, j'ai voulu être amusant, avec beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup d'histoires un peu folles. J'ai voulu rendre la folie de l'histoire, parce que c'est une époque folle. On voit des choses invraisemblables. On voit une querelle, par exemple, entre Jean Moulin et Pierre Brossolette. Pierre Brossolette, ça monte tellement en France, et les Allemands sont à côté. La querelle entre eux est tellement forte que Jean Moulin baisse son pantalon et monte ses fesses à Pierre Brossolette et dit « Voilà comment je vous considère ». Oui. Une autre anecdote invraisemblable qu'on ne croirait pas. Oui, ça paraît inventé, mais c'est vrai. Oui. Autre anecdote invraisemblable. Donc ça veut dire que vous inventez des choses qui sont parfois loin de la vérité, encore pire. Oui, mais quelquefois, la vérité elle dépasse la fiction. À un moment, Jean Moulin et Louis Vallon, qui sont des archigaullistes, lui disent à De Gaulle, si vous voulez, on peut rallier à notre camp Darnan. Darnan, le chef de la milice, enfin un type épouvantable. Et à ce moment-là, De Gaulle répond, alors, Vallon, si Darquier de Pellepoix acceptait de se faire circoncire, vous l'amèneriez aussi. Bon, et bien sûr, il refuse, parce que c'est quand même... Mais c'est pour vous dire à quel point... Ce sont des échanges absolument... invraisemblables. Invraisemblables. Mais qui sont vrais. Qui sont vrais, et qui, au fond, vous vous dites, c'est la vraie histoire, c'est ça. C'est pas celle qui est enseignée, c'est pas l'histoire entre le bon et le mal, et l'archétype... Parce que l'histoire est devenue complètement idéologique. Alors, les historiens... moi, j'ai beaucoup de respect pour les historiens. Je ne suis pas historien, moi je suis un écrivain qui écrit sur l'histoire, ce qui est très différent. Ce qui fait que moi, je cherche des anecdotes enrichissantes, des anecdotes qui éclairent l'histoire. Mais je ne regarde pas comme Paxton. Par exemple, Paxton a regardé cette époque avec un regard idéologique pour accuser la France. Bon, on peut très bien accuser la France, mais c'est un peu facile. Ce qu'il faut, c'est de voir à quel point les Français ont eu des réactions complètement différentes. Des gens aussi éminents que François Mauriac ou que Paul Claudel applaudissent l'arrivée du maréchal Pétain. Puis ensuite, ils vont prendre leur distance. Mais vous voyez, à chaque période, il y a des changements. Je crois que
ce que les gens ne font pas, et c'est là l'erreur en matière historique, et c'est de ne pas contextualiser. Si on ne contextualise pas, on ne comprend rien. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup parlé avec François Mitterrand de cette période, parce qu'il se trouve qu'il m'aimait bien. Et puis il se trouve qu'il avait porté la francisque. Et puis il était résistant. Oui. Il était à la fois, Avant, il avait d'abord été maréchaliste. Il était Vichisson résistant. Oui. C'est-à-dire qu'au sein même de Vichy, il y avait des collaborationnistes qui étaient très favorables à l'Allemagne, et puis d'autres qui étaient résistants. Et lui, il faisait partie des résistants. Et il me disait cette chose très remarquable. Il me disait... L'opposition n'est pas entre les Vichysois et les résistants. Elle est aujourd'hui entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Oui. Parce que c'est vrai que si on n'a pas connu cette période, on peut être manichéen. Si on l'a connue, et moi, vraiment, j'ai parlé avec Claude Bourdet, beaucoup de grands résistants, Alain Griottret, et tous me disaient quelle chance j'ai eu d'être dans le bon camp. C'était tellement difficile de choisir à cette époque-là. On ne voyait rien. Et quelquefois, on avait un instinct qui vous amenait à Londres plutôt qu'à... De Gaulle ne parle pas de la Shoah dans ses mémoires, par exemple. Non, la question juive, à ce moment-là, est devenue, au milieu de 1000 questions qui sont très importantes. Attention, moi, je trouve que c'est une des choses les plus moches du régime de Vichy, même c'est la pire, c'est, bien entendu, le statut des Juifs, qui représente 100 000 affaires Dreyfus. Et les Français ne bougent pas. Les Français ne bougent pas parce qu'ils sont tétanisés. Ils ont 1 500 000 prisonniers. Ils ont des problèmes partout. Ils ne savent pas comment bouffer. Il n'y a pas l'alimentation. Ils sont tous déplacés. Ils sont partis en province. Donc, ce qu'il y a d'affreux, c'est que la France n'est plus elle-même. D'où le fait que le gaullisme représente vraiment la France. Oui. La France... Oui, mais parce qu'en face, il y a des antisémites. Et il y a Laval. Il y a des gens qui sont profondément antisémites. Il y a aussi des antisémites à Londres. Il ne faut surtout pas essayer de classer arbitrairement les choses. L'histoire est extraordinairement complexe. Il y a eu des gens qui ont reconnu, d'ailleurs, qui ont changé. Ils se sont retrouvés, on a vu à Londres arriver des gens qui étaient à la fois de la cagoule, d'extrême droite, et antisémites, et des juifs. Donc, et tout ça, et finalement, ils sont entendus, ils ont compris. Et puis, ça a permis aux antisémites de dépasser leur clivage. Mais ce qui est inouï, c'est que Simone Veil me racontait que quand elle est sortie de camp de concentration, elle se gardait bien, en 1945, de dire, elle disait, ce n'était pas bien vu d'être déporté. Donc, l'histoire change sans cesse, et ce qui est important, c'est d'essayer de s'en rendre compte et d'essayer de la regarder sans idéologie. Avec cette idée de contextualiser. Oui, mais c'est aussi avec humour. Parce qu'il y a de l'humour dans si on peut avoir de l'humour sur cette période, hein. Jean-Marie Roire, il voyageait vers des pays perdus. Vous poussez loin. Et ça, c'est le délice de l'écrivain, sa grande liberté. Vous êtes plus libre que les historiens, finalement. Vous faites ce que vous voulez, Jean-Marie Roire. Oui, mais ce qui manque souvent aux historiens, à mon avis, c'est de ne pas accepter qu'ils sont des idéologues, c'est-à-dire qu'ils essaient de prouver quelque chose. Il y a 2 livres extraordinaires, vous savez. C'est le livre de Michelet sur la Révolution française. C'est un livre magnifique, d'une poésie extraordinaire. Puis il y a un autre livre, le livre de Taine, Les origines de la France contemporaine, qui traite exactement de la même question. Vous n'avez pas le sentiment que c'est la même période. Chacun a mis toute son âme à défendre la Révolution ou à l'attaquer. Donc je veux dire, il me semble que les écrivains, eux, sont plus modestes. Ils se rendent compte qu'ils sont impliqués et qu'ils ont de l'idéologie. Bien entendu, nous en avons tous. Mais ce qui est important, c'est de revenir aux faits et au contexte. Merci Jean-Marie Roire, c'est un régal. Ça s'appelle « Il voyageait vers des pays perdus ». C'est un roman, vous verrez De Gaulle comme vous ne l'avez jamais vu. Il y a des personnages féminins, c'est picaresque, c'est le mot. Jean-Marie Roire de l'Académie française était mon invité aujourd'hui. Merci. Merci.